Question posée ce soir, politique, pourquoi tant de haine au lendemain de l'agression d'une députée de la majorité présidentielle? Est-ce qu'il y a un lien entre les débats très vifs, parfois violents, qui peuvent exister dans l'hémicycle et violence envers les élus? Ou c'est un raccourci? Frédéric Delpech. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que les Français, écoutant des débats assez violents et assez incisifs à l'Assemblée, se disent, après tout, les politiques s'écharpent entre eux, on peut aussi s'en prendre à eux? Effectivement, c'est ça la question, hein. On le voit. Donc, bon, peut-être, d'une certaine façon. En tout cas, il y a, comme l'a dit Dominique de Montvalon, une désacralisation totale de la fonction politique qui est alimentée d'ailleurs par la classe politique elle-même. Hein, parce que quand, effectivement, les députés de la France insoumise ne veulent pas porter de cravate et revendiquent une certaine liberté vestimentaire à l'Assemblée, comme quand les députés de La République En Marche arrivent à l'Assemblée en disant, notamment par exemple les plus jeunes, nous on veut prendre toutes les places, dégager l'ancienne génération, les vieux croutons de l'Assemblée. Oui, les vieux croutons de l'Assemblée, il faut qu'ils s'en aillent, etc. Bon, c'est une façon aussi d'alimenter cette espèce de violence. Mais ce qui est certain, c'est que si on regarde le passé, les débats à l'Assemblée ne sont pas aujourd'hui plus violents que sous la Troisième ou sous la Quatrième République. Et c'est même pire ailleurs. C'est même pire ailleurs. On va le voir. Il y a quelques années, enfin, je veux dire, on connaît quand même tous, on entend les débats à l'Assemblée depuis longtemps, on voit qu'il y a des noms d'oiseaux qui sifflent assez souvent. On ne peut pas dire quand même qu'on soit dans un état où tout le monde se tape dessus à l'Assemblée. Non, ce qui est nouveau, c'est le sentiment des Français à l'égard de leurs responsables politiques, plus que le comportement des politiques entre eux. Vous l'avez dit, Frédéric, en France, l'affrontement politique a ses limites dans l'hémicycle. Comment ça se passe à l'étranger? On va regarder ensemble ces séquences surréalistes sélectionnées par Audrey Borda et Fanny Tassel. Alors là, ça se passe en Ukraine. Là, c'est le Premier ministre qui se fait déloger. Mais comment vous interprétez ces images? Est-ce que nous, en France, on va en arriver là? Non mais attendez, ces images sont impressionnantes, mais ça veut dire au minimum, si on le formule de façon diplomatique, qu'on a encore de la marge. Non mais attendez, parce que ça n'a... Non mais... C'est important de le savoir. Non mais c'est important de le savoir et donc de le dire, hein, parce qu'il n'y a rien à l'Assemblée aujourd'hui, et Dieu sait qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de ton, de fond, de cohérence. Il n'y a rien qui ressemble à ce sujet-là. Au demeurant, laissons de côté l'Afrique du Sud, si vous permettez 2 secondes, mais l'Ukraine passerait difficilement pour un modèle démocratique qu'on serait censé devoir imiter. Non, je le dis parce que je réagis. Là, le gars qui est pris, bon, etc. Enfin, on n'en est pas là quand même. Même d'une certaine... C'est le chef du gouvernement mais même de d'une l'époque. certaine façon. Oui, je l'ai dit respectueusement, c'est le chef du gouvernement qui s'est fait prendre. Bon, d'accord. Non, mais même, je dirais, au risque de paraître paradoxal, que je trouve finalement que dans la nouvelle Assemblée, il y a quand même du vrai dans la nouvelle Assemblée française, hein, il y a quand même du vrai qui se passe. On n'entend pas beaucoup, parce qu'ils sont complètement atomisés par leurs résultats pour le moment, les gens du Front National. Par contre, les gens de la France Insoumise, et pas seulement eux, même le résidu du PS, etc., c'est bon, quelquefois ils sont des magots, hein, ils en font des tonnes, etc. Mais c'est intéressant. Du vrai qui se passe, c'est-à-dire... Non, mais ce qui se passe, c'est que En Marche n'a pas encore trouvé la façon d'exister par rapport à l'Élysée, d'exister par rapport à la concurrence. Alors, ils sont là, on les entend peu, le doigt sur la couture du pantalon. Enfin, il y a un problème. Hein. Il paraît que ça va changer à la rentrée, mais il y a de la vie. Je veux dire, condamner, enfin, s'inquiéter des excès verbaux et éventuellement comportementaux quand ils existent, d'accord, mais réjouissons-nous qu'il y ait de la vie à l'Assemblée nationale. On a bien compris qu'en France, on n'est pas arrivé à de telles extrémités comme on l'a vu à l'étranger. Mais quand on voit ce qui se passe, notamment Frédéric Delpech, lors des questions au gouvernement, est-ce que le spectacle donné, c'est digne de députés à l'Assemblée? Oui, enfin, attendez, le spectacle donné par les questions d'actualité au gouvernement, il a toujours été celui-là. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que très longtemps, alors ça va plus être le cas à la rentrée, mais France 3 faisait ses bonnes audiences le mardi et le mercredi en diffusant la séance des questions d'actualité parce que les gens aimaient bien regarder ces invectives et ces réponses assez vives.
toute cette violence dont on parle, verbale, puisque là, effectivement, nous, on en est à une violence verbale ici en France, elle n'est pas non plus, ça date pas d'hier. Rappelez-vous, dans les débats des débats sur le Pax, sous Lionel Jospin, avec une Christine Boutin déchaînée qui brandissait la Bible dans l'Assemblée. C'est des images qui ont marqué ça quand même. Il y a eu des échanges assez vifs. Il y a eu des députés, Jean Lassalle, qui s'est mis à entonner des chants dans l'Assemblée. Enfin, je veux dire, c'est la vie de la démocratie. En tout cas, c'est la vie de l'Assemblée. En France, alors on peut considérer que tout ça est un peu désuet parce que ça ressemble du théâtre quand même. Et aujourd'hui, quand la France insoumise vient, alors on dit c'est formidable parce qu'ils arrivent à trouver une posture, mais enfin, vient et déballe un panier pour montrer le pouvoir d'achat. Tout ça, c'est de la mise en scène. Et donc, on a une tradition de mise en scène spectaculaire à l'Assemblée nationale, notamment aux séances de questions d'actualité, qui continue, qui perdure. La violence des Français, des électeurs à l'égard des politiques, c'est sans doute autre chose. Là, on est dans un théâtre parlementaire auquel on est habitué quand même depuis longtemps. Il ne faut pas souhaiter une assemblée aseptisée. La démocratie, c'est quand même la volonté de canaliser les violences de la société pour les faire déboucher sur le terrain politique. C'est pas le frigidaire. J'abonde dans votre sens. Je crois même que finalement, une assemblée vivante, voire virulente, on est quand même dans le pays de la culture du débat, de la parole dissidente, ça peut avoir un effet cathartique et plutôt au contraire apaiser les violences. Parce que les gens ont l'impression d'être représentés, qu'il y a des voix qui parlent en leur nom. Et je crois que l'une des difficultés justement aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a une assemblée En Marche qui incarne la France d'en haut. J'en parlais tout à l'heure avec la sociologie très particulière de la France, de la République En Marche, et que l'opposition, pour l'instant, est quand même très faible. On l'a vu au moment des législatives. Je crois que dans l'abstention massive, il y a une espèce de sécession de la plèbe où une partie des Français se sont retirés sur leur aventin en se disant on n'est plus représenté par personne. Marine Le Pen a été catastrophique lors de son débat. Jean-Luc Mélenchon nous représente pas tout à fait, et donc je pense qu'il serait sain qu'il y ait une opposition forte à l'Assemblée nationale, et ça empêcherait justement les dérives auxquelles on pourrait assister dans la rue. Stéphane Zumsteg, est-ce que la violence dans l'hémicycle, elle permet de faire un contrepoids, d'expurger une violence dans la société ? Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie, pour le fond, enfin, on va dire pour la paix sociale au sens large en France, que la France insoumise, par exemple, ou le Parti communiste, ait pu disposer d'un groupe parlementaire. C'était pas joué d'avance. Encore quelques jours avant le premier tour, tout le monde, nous les premiers, on s'orientait vers un raz-de-marée, enfin, en tout cas les médias aussi, vers un raz-de-marée pour la République En Marche. C'est une majorité large, très large, mais enfin ça n'a rien d'un raz-de-marée, du raz-de-marée annoncé. Toutes les forces politiques sont représentées par des groupes, à l'exception du Front National qui n'a eu que 8 élus, il en faut 15 pour former un groupe. Mais je pense que si les partis politiques les plus radicaux, les plus contestataires aujourd'hui et parfois les plus virulents verbalement, je pense à la France Insoumise plus particulièrement et à Jean-Luc Mélenchon et tout ce qu'il a pu dire durant la campagne présidentielle, s'ils n'avaient pas pu être représentés par un groupe, donc avec un temps de parole, avec des moyens financiers, je pense que ces partis-là auraient eu tout intérêt à jouer la carte de la rue contre le Parlement, ce qu'ils ne font pas pour l'instant, puisqu'ils ont une représentation tout à fait satisfaisante. Oui, ils ont plus de 15 élus. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Là encore, si on avait eu 400 ou 450 députés République En Marche et Modem, ça aurait été peut-être une catastrophe. Dans ce climat où les politiques sont régulièrement prises à partie et de plus en plus violemment, nos élus ont-ils changé leur manière de faire campagne ? Redoutent-ils désormais la confrontation avec les Français ? Paroles de députés recueillies par Antoine Bourdarias et Basile Bone. Il est malheureusement connu et reconnu que l'activité politique peut être parfois virulente, si ce n'est violente. Ce qui m'inquiète, c'est un peu la recrudescence de ces événements quand même ces derniers mois. Après, la politique n'a jamais été quelque chose de très facile, et moi, en tant que jeune député, lorsque j'ai été élu, j'ai intégré un peu cette dimension de la virulence politique. Ça fait partie du job. On sent bien, effectivement, que il y a une colère extrêmement forte qui s'exprime. On le sent d'ailleurs, on l'a senti au moment des élections, dans le vote. Ça s'exprime de différentes façons. Ça s'exprime par de l'abstention, ça s'exprime aussi, effectivement, sur des marchés dans des lieux publics, par des gens qui vous disent, à partir du moment où vous êtes un responsable politique, que vous êtes forcément à mettre dans le même sac de tous ceux dont on voit le nom dans des affaires judiciaires. Nous, on prône l'idée qu'il faille de la conflictualité en politique, et il faut l'assumer, mais jamais de la violence physique. On doit assumer des désaccords politiques, on peut s'écharper verbalement, mais sur le fond, jamais on attaque les personnes,
et encore moins physiquement. Après, ça tient aussi, je pense, à ce qui est porté politiquement. Moi, je sais que pour ma part, chaque fois que nous retournons en circonscription, dans le groupe La France Insoumise, les retours sont bons, du travail qui est mené. Les gens sont plutôt contents de ce que nous faisons. Est-ce que ça fait partie du job de député, comme on a entendu, non pas de se faire frapper, mais de savoir juguler la violence verbale des gens qui vous interpellent et de savoir les convaincre, éventuellement? Je pense que ça fait partie du travail du député d'aller au contact, finalement, des gens, d'aller sur les marchés, de savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, de discuter. Et justement, quand un député, à mon avis, va au contact, ça se passe peut-être mieux que quelqu'un qui est simplement à l'Assemblée nationale ou voilà, qui va jamais sur le terrain. Donc je pense que c'est leur rôle, juguler la violence. Il faut aussi relativiser. On l'a dit, on est dans une société violente en général, mais voilà, les députés sont pas non plus tous les jours au milieu d'un match de boxe. Frédéric Delpech. Oui, mais alors, on en revient encore au fait que souvent les politiques sont aussi responsables de ce qui se passe, parce que effectivement aller au contact, c'est le rôle du député, aller voir ses administrés, bien évidemment, mais là on a le sentiment quand même qu'on est en train de fabriquer une classe de députés un peu hors sol, et c'est aussi une des conséquences de cette loi, là c'est la loi François Hollande cette fois-ci, la loi du non-cumul des mandats, à savoir interdiction d'être à la fois maire d'une commune et député. Donc maintenant ça s'applique, là à partir de cette législature, c'est ce non-cumul radical qui risque de couper encore davantage les élus d'une population locale, parce que quand un député était à la fois maire, il revenait dans sa circonscription. Il y avait une prise plus régulière avec le terrain. Il y avait une prise plus régulière avec le terrain, et puis surtout il avait une remontée, il avait des demandes. Il voyait ses administrés, notamment dans sa commune, qui demandaient vous êtes député, donc est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour la ville, justement? Comme vous êtes député, vous avez le bras un peu plus long. Enfin, il y avait cette espèce de rapport avec le concitoyen qui faisait que l'administré dans une commune dont le maire était également député se disait c'est bien qu'il soit député parce qu'il peut aller répercuter nos demandes au niveau national, etc. Et là, maintenant, on a complètement coupé ce lien. Alors certes, les députés peuvent retourner dans leur circonscription le week-end, mais d'autant plus que j'ajoute que la nouvelle proposition d'Emmanuel Macron de réduire le nombre de parlementaires de 30%, ça va avoir aussi une conséquence qui va encore davantage couper les députés des Français, c'est que les circonscriptions vont être beaucoup plus grandes. Bon, comme on agrandit les circonscriptions... le débat sur la loi à partir du moment où la circonscription c'est encore plus grande qu'aujourd'hui, ce sera encore plus difficile pour le député d'aller voir ses concitoyens et avoir un contact direct avec les électeurs. Là, les députés de La République En Marche qu'on a entendus, ils ont l'air résignés ou en tout cas prêts à faire face aux Français. Ils ont l'air, oui, enfin... Pas seulement La République En Marche, il y a aussi la France Insoumise. Je pense que Lauriane Rossi, qui a été agressée hier, elle a peut-être été surprise de ce qui lui est arrivé, parce qu'elle est quand même nouvelle venue en politique. Elle a été élue dans les Hauts-de-Seine, face d'ailleurs à un candidat de la France Insoumise au deuxième tour. Et elle a sans doute découvert un aspect de la vie politique qu'elle ignorait peut-être, parce que tous ces jeunes députés En Marche ont été recrutés souvent au dernier moment, au mois de mars, avril, pour faire cette campagne éclair sur une étiquette, tout simplement, puisque la plupart d'entre eux ont été élus sur une étiquette, alors que les gens ne les connaissaient absolument pas sur le terrain, et eux-mêmes se retrouvent aujourd'hui à faire un job qui est beaucoup plus difficile que ce qu'ils pouvaient imaginer. Il n'était pas prêt à affronter la violence en politique, c'est ce que vous nous dites? Sans doute pas, non, parce que je pense que le rapport avec... le terrain, les concitoyens, les électeurs, il se construit au fil du temps. Et finalement, il y a quelques vieux briscards de l'Assemblée qui connaissent ça par cœur et qui savent qu'il y a de la confrontation, il y a du mécontentement sur le terrain, qu'il faut tous les week-ends retourner dans sa circonscription et être comptable de ce qui est fait par le gouvernement quand on est dans la majorité, et que donc c'est pas si simple. Mais ils sont peut-être pour certains pas prêts, mais là, ce qu'on a entendu, ce sont des gens qui ont l'air d'attaque et prêts à affronter les Français. Là, sur ce qu'on a entendu, il y en avait deux, un qui était communiste et un qui était France Insoumise. Donc ils sont quand même au fait des demandes qui remontent du terrain. C'est des nouveaux députés qui viennent d'être élus. C'est des nouveaux députés, mais qui sont sans doute assez... parce que par exemple, le député qu'on a entendu de la France Insoumise, Adrien Quatennens, là, le jeune député qui a fait beaucoup parler lui à l'Assemblée, il était par exemple dans le mouvement Attaque avant de rejoindre la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le cas de Olivia Grégoire, La République En Marche. Oui, voilà, mais ça sont des jeunes militants qui ont une habitude de la confrontation politique et verbale et même parfois physique. Donc voilà, mais d'autres
d'autres députés En Marche qui viennent de l'entreprise, par exemple, de secteurs un peu plus protégés notamment, ils ont sans doute été surpris par ce qui se passe. Dominique de Montvalon. Moi, ce qui m'a frappé, c'était le témoignage dans les 3 qu'on a entendus d'Olivia Grégoire, parce que elle n'a pas dit. Alors, on est d'accord, la violence physique, c'est pas admissible d'aucune espèce de façon. Mais elle a, si je l'ai bien entendu, et elle est une nouvelle en politique, et elle est dans l'avant-garde et En Marche, parce qu'ils n'en sont pas là, hein, pour l'instant. Elle a dit, le job, c'est aussi de savoir que il y a de la confrontation, il y a du dialogue, il y a de la violence verbale. Enfin, il y a la politique. C'est pas la politique. C'est depuis la nuit des temps. C'est pas le lieu. C'est pas. Je sais pas à quoi le comparer. Mais enfin, il y a le moment où on est plongé en Attendez, on est d'accord que c'est pas la violence physique, hein, mais heureusement. Mais on est quand même on peut être plongé à une certaine perplexité devant ces députés. Alors, ils changeront peut-être. Je reprends volontiers ton expression, des députés un peu hors sol, hein, qui arrivent, qui démarquent et qui ne savent pas que. Mais la politique, c'est la vie. La politique, c'est la passion. Dans les couples. C'est pas toujours. Il va y avoir des exceptions qui sont sûrement représentées ici, mais c'est pas toujours. Il s'agit pas de coups de poing, hein, j'entends, mais c'est pas toujours. Dans les familles, tout le monde ne s'entend pas. Non mais Dominique de Montvalon, on nous a tellement parlé du bien vivre ensemble que parfois on a oublié que voilà, le réel, ça peut secouer. Dans tous les degrés que je cite là, parce que ça se passe bien, mais il faut. Ça m'intéressait ce que disait cette députée, parce qu'elle est nouvelle venue et elle intègre, elle ne s'en réjouit pas, elle a écarté la violence physique, mais oui, il y a de la passion, oui, il y a des différends, oui, on n'est pas tous d'accord, mais c'est bien justement pour ça qu'ils ont été élus députés, pour essayer de... Non mais attendez, il y en a d'autres, on se demande, ils se calfeutrent, alors si c'est pas... En tout cas, d'ailleurs, ces jeunes députés, ils évitent même la confrontation avec les journalistes, hein, parce que nous, quand on va les voir à l'Assemblée, ils nous fuient absolument, pas de questions, pas de débat avec les journalistes, alors... S'ils ont peur de la confrontation avec les journalistes, alors la confrontation avec les concitoyens, ça va être compliqué. Non représentative mais existante, ont même dans leur petite bulle une arrogance absolument incroyable. Il va falloir qu'ils retombent sur terre. Alors, on n'est pas à justifier, même de façon très indirecte, ce qui s'est passé. Non, au contraire, je citais cette députée En Marche parce qu'elle dit oui, j'ai compris. Le job, c'est aussi d'intégrer qu'il va y avoir de la passion, il va y avoir de la confrontation, il va y avoir va pas falloir rester dans son coin, dans son bureau, etc. Oui, c'est comme ça la politique. Justement, Stéphane Zumsteg, est-ce que on a un peu oublié que la politique, c'est la confrontation avec le réel et que c'est un peu plus violent que les grands principes avec les autres sur le vivre ensemble? À minima, c'est brutal. Ça a toujours été brutal dans les mœurs et dans les procédés, bien sûr. Là, pour revenir à ces 300 députés et quelques de la République En Marche, dont la plupart sont pas tous, des novices, ça sert à quoi un groupe parlementaire majoritaire, hormis voter des lois, évidemment? Ça sert à prendre la température sur le terrain. Et s'ils n'en sont pas capables, ils ne font que débuter, ce sont pour l'instant des néophytes, ils ont 5 ans. Mais l'enjeu, je pense, pour l'exécutif, pour le gouvernement, il est essentiel, c'est que ces gens-là soient capables d'argumenter sur le terrain et de faire remonter d'informations sur les attentes des Français, leurs motifs d'insatisfaction, voire de colère. Et là encore, si on a affaire à des députés, je vous cite à nouveau hors sol, ce sera très compliqué, puisqu'ils seront là, pour le coup, dans leur bulle et ne seront pas capables de dire « j'étais ce week-end dans tel département, je me suis fait engueuler sur le marché, et voilà ce qu'il faut faire, et j'en parle avec mes collègues ». C'est essentiel pour un gouvernement, pour un exécutif d'avoir, surtout quand on a 300 députés, d'avoir des gens qui font remonter de l'information. Et pour l'instant, sachant qu'on a affaire essentiellement à des députés néophytes, je ne pense pas qu'ils soient très efficaces, en tout cas, dans cette remontée de l'information. Mais là encore, ils ont près de 5 ans. Y a-t-il pas un paradoxe à se retrouver dans cette situation avec une violence qui est là, dans une société où on aime le politiquement correct ? Je ne suis pas sûr que les gens aiment le politiquement correct. Je pense qu'ils n'en peuvent plus du politiquement correct, ou au moins une partie, ceux qui se sont abstenus, ceux qui ont voté France Insoumise ou ceux qui ont voté Marine Le Pen, ça fait quand même beaucoup de monde, qui ont l'impression justement que leur voix n'est pas entendue, même qui sont moqués peut-être par une certaine élite parce qu'ils ne s'exprimeraient pas bien comme il faut. Et donc, je crois que justement, c'est cette parole de vérité qui est un peu brute, qui n'est pas aseptisée,
minorité qui aimerait être entendue et qui est aujourd'hui mal représentée, qui est représentée par les extrêmes, mais plus du tout par les partis dits de gouvernement. Et je pense que peut-être l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est de considérer et son parti politique et la politique et l'État comme une espèce de start-up où il y a une espèce de culture managériale, alors que la politique, c'est l'histoire, c'est de la confrontation et ça peut pas être géré comme une start-up de manière, encore une fois, hors sol. Donc, je pense ça leur revient un peu comme un boomerang. Oui, je pense aussi que la campagne bisounours de Macron, pardonnez-moi l'expression, mais il y a finalement tout un tas de sujets qui intéressaient les Français qui n'ont pas été abordés. D'ailleurs, on le voit dans les études d'opinion, la question justement de l'insécurité, la question de l'islam radical, etc. C'est des réalités difficiles pour une partie des Français. Et pour l'instant, Emmanuel Macron a plutôt éludé ces sujets-là. Et à un moment ou à un autre, ils vont lui revenir dans la figure parce qu'on ne peut pas abolir le réel. Est-ce qu'il y a, alors pas chez Emmanuel Macron, un retour de bâton de la part de ceux, je pense à François Hollande qui avait théorisé la présidence normale, de députés qui veulent montrer qu'ils sont proches des citoyens, tellement proches que finalement ils ne sont pas assez respectés? Oui, alors il faut partir de l'attente aussi des Français. Qu'est-ce que les Français veulent? Est-ce qu'ils veulent des politiques qui leur ressemblent, qui peuvent boire un café avec eux et avec qui ils peuvent taper sur l'épaule? Ou est-ce qu'ils veulent des politiques qu'ils puissent admirer, ou en tout cas avec le principe de la distance, de la sanctuarisation? On a le sentiment qu'il y a un paradoxe, une contradiction même dans les désirs des Français. À la fois, le politique doit être proche de leur réel, de leur quotidien, et en même temps il y a une demande d'autorité. Alors Emmanuel Macron a très bien compris d'ailleurs ce paradoxe, parce qu'il essaye d'incarner les deux. Il essaye à la fois, Emmanuel Macron, de montrer qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il est un peu intouchable, qu'il est le président qui décide et qui est avare de sa parole, et puis en même temps celui qui est proche des citoyens avec toute son armada de députés En Marche qui est issu de la société civile. Donc il y a cette double demande des Français. Alors je parle sous votre contrôle, mais puisque vous analysez les opinions des Français, on a le sentiment que à la fois ils veulent avoir des députés qui leur ressemblent, qui soient proches d'eux, et en même temps quelqu'un qui incarne l'autorité, la fonction vraiment avec tout ce qu'elle a de noble, et que ça, ils ont le sentiment que c'est plus le cas des responsables politiques d'aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui, il faut des hommes politiques, des femmes politiques, pas qui nous ressemblent, mais où on retrouve des femmes, des gens issus des minorités, des gens issus de milieux sociaux un peu plus populaires que ce que l'on peut avoir à l'Assemblée, donc des vrais Français, comme les autres Français, mais cette incarnation, cette demande d'incarnation, elle est essentielle. C'est tout ce que François Hollande n'a pas compris en 2012, et c'est tout ce que Emmanuel Macron, en tant que premier spectateur finalement des errances du hollandisme, essaie de théoriser maintenant. Est-ce que l'incarnation suffit ? Non, mais elle est essentielle. On l'a vu avec François Hollande. Il n'y a pas eu d'incarnation, donc tout le reste, personne ne met en doute le sérieux de François Hollande, sa volonté d'avoir voulu réformer la France, d'avoir voulu améliorer les choses. Mais dès le début, il y a eu un énorme problème, un problème inédit avec l'opinion publique française, c'est que quoi qu'il est proposé, quoi qu'il ait fait, de toute façon, rien imprimé parce que c'était François Hollande et parce qu'il n'avait pas voulu se saisir. La présidence normale était un de ses axes de campagne en 2012. Ça a plu dans le cadre de la campagne. C'était aussi une façon très habile pour lui de se démarquer de ce qu'avait été Nicolas Sarkozy, le bling-bling et un certain nombre d'erreurs de Nicolas Sarkozy, mais dès son élection, on lui a reproché le fait finalement qu'il ne rentrait pas dans ces habits-là, ce que Jacques Chirac avait compris avant lui, ce que François Mitterrand évidemment, mais on n'a jamais reproché à Nicolas Sarkozy de ne pas être rentré dans les habits de président. On lui a reproché plein de choses, mais 3 mois après l'élection de François Hollande, c'était même pas un divorce, le fait que les Français ne croyaient pas en lui, n'attendaient plus rien de lui, était écrit. Donc les Français attendent quand même un peu plus d'autorité que de proximité. Ils veulent de la simplicité, ils veulent de l'exemplarité, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est un président ou un député ou un maire exemplaire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un donneur de leçons, quelqu'un qui n'est pas corrompu, et indépendamment de la corruption, quelqu'un qui, dans sa vie professionnelle passée, n'a pas multiplié les petits arrangements, qu'ils soient immobiliers, vous voyez très bien de quoi je parle, ou autres en vendant des stock options. Parce que même si ces choses-là sont légales, ça passe très très mal. On considère que quelqu'un qui gagne 1 million de plus-value dans une période sociale compliquée n'est pas quelqu'un d'exemplaire. Donc ce qu'ils attendent, c'est
de l'exemplarité. Exemplarité et incarnation. Et en tout cas, on parle beaucoup de violence verbale des Français à l'égard des politiques depuis le début de cette émission. Il y a un mot qui, à mon avis, qui explique cette colère, c'est l'impunité. Je ne sais pas si les hommes politiques vivent dans un monde où l'impunité est reine. En tout cas, les Français sont persuadés que quand on appartient à ce monde-là, à ce système-là, eh bien, on peut être parfois attrapé, mais le système est fait pour se protéger quelque part. Et il y a une idée fausse, réelle, je ne sais pas, d'arrogance des hommes politiques. D'ailleurs, c'est ce qui était le plus mal passé avec François Fillon quand il a expliqué tout ceci est légal. Aucune explication, juste de dire je n'ai rien à vous dire puisque tout ceci est légal. C'est le début de la chute de François Fillon. C'est sa très mauvaise communication en fait. La violence s'exprime aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook. Les politiques sont des cibles privilégiées. Certains utilisateurs s'engagent dans des débats sans aucune retenue et la discussion laisse trop souvent la place à l'invective et parfois à la haine. Marlène Seguin avec Frédéric Joffre. Pas besoin de chercher longtemps, il suffit de quelques clics sur les profils des personnalités politiques. Apparaissent aussitôt les commentaires hostiles, voire outranciers. Insultes, souvent mal orthographiées. Pétitions pour remettre la Légion d'honneur à celui qui a giflé Manuel Valls. Menaces physiques ou attaques sur le physique. En 2013, Cécile Duflot compilait déjà les commentaires les plus violents recueillis sur sa page, expliquant moins tweeter et moins répondre pour ne plus lire ce genre de choses 10 fois par jour. Le président de l'Assemblée nationale, lui, a décidé d'adopter la stratégie contraire. Parfois je réponds, je ne peux pas répondre tout le temps, sinon j'y passerai mes journées et mes nuits. Moi je prends le pari que derrière ce bruit, il y a tout ce tintamarre de tweets, tous plus virulents les uns que les autres, il y a aussi des citoyennes et des citoyens de bonne foi et qui ont envie d'avoir des réponses. Répondre, faire de la pédagogie. Les partis suppriment aussi les commentaires les plus injurieux, font le ménage. Mais ils font face à des détracteurs désinhibés par l'échange virtuel. Là, on est face à l'écran, et à la limite, je pense qu'il y a des gens, voilà, maintenant le nouvel écran c'est celui-là, et il y a des gens qui doivent avoir la satisfaction de se dire il a réagi, ou ma bonne blague, ou ma bonne petite attaque, elle a été reprise je ne sais combien de fois par X personnes. Les hommes politiques se surexposent sur les réseaux sociaux, devenus un indispensable outil de communication, mais aussi une caisse de résonance pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que la surexposition des politiques alimente justement cette violence ? Stéphane Zubsteg. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est là dans le domaine maintenant de l'hyperréactivité, on réagit pour tout, pour rien. Tout ça a contribué aussi à dévaloriser, à mon avis, la parole des politiques, puisque aussi participe à ça. Là, vous donnez les exemples de Cécile Duflot ou de François de Rugy qui veulent argumenter ou répondre moins. Il y a tous les autres, il y a toute une série d'autres hommes et femmes politiques qui sont des acteurs qui ne s'arrêtent jamais sur Twitter. Donc je pense que ça a contribué évidemment. Je ne remets pas en cause les réseaux sociaux, bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont tort de se mettre aussi en avant, parfois en scène sur les réseaux sociaux ? Quand on est le troisième personnage de l'État, en l'occurrence président de l'Assemblée nationale, là pour le coup il y a une fonction qui exige un minimum de distance quand il dit qu'il répond à la bonne blague, etc. etc. Je pense que les Français peuvent se demander effectivement s'il ferait mieux de ne pas présider l'Assemblée nationale que d'être sur les réseaux sociaux. Donc je pense que là vraiment il y a un problème justement je parlais tout à l'heure d'horizontalité qui est entretenue par les politiques eux-mêmes. Juste une parenthèse sur De Rugy, Dominique de Montvalon, est-ce qu'il a raison de répondre comme ça aux gens sur les réseaux sociaux ? Je n'ai pas compris à qui exactement. Il faudrait voir de façon plus concrète connaissant, me faisant une certaine idée c'est des du gens personnage. qui lui reprochent sa pratique à l'Assemblée, des internautes. Est-ce qu'il faut leur répondre ? Sur quel ton, de quelle façon ? Vous savez, les réseaux sociaux, d'abord, de toute façon, c'est pas d'ailleurs ce à quoi vous nous invitez. De toute façon, c'est une réalité. On peut en penser ce qu'on en veut, mais on peut essayer d'en faire un bon usage, je parle collectivement parlant, etc. Bon, c'est une donnée aujourd'hui capitale. Ça comptera de plus en plus, demandez à Trump. C'est l'espace du débat public. C'est un espace clé. C'est un espace clé qui, dans les années à venir, comptera de plus en plus. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ensuite, deuxième chose, dans les réseaux sociaux, ça a permis à certains, vous voyez le nombre de fautes d'orthographe d'ailleurs, ça a permis à certains qui n'avaient pas accès à la parole publique ou aux journaux, etc.,
d'avoir ce sentiment qui est une petite jubilation quelquefois un peu perverse, mais enfin bon, de dire j'ai le droit à la parole, qui en général se traduit chez eux par beaucoup de fautes d'orthographe et énormément d'injures. Mais enfin bon, quelque part, au départ, je ne pense pas qu'il faut avoir du mépris par rapport à ça. C'est une réalité sociologique qui a surgi depuis quelques années. Les utilisateurs, c'est une chose, mais les politiques, c'est autre chose. Mais c'est pour dire les nouveaux. Alors ensuite, il y a un nombre considérable. Il y a un nombre considérable, pas parce que j'adore les réseaux sociaux, mais un nombre considérable de gens qui ont une bonne pratique des réseaux sociaux, qui apprennent plein de choses, qui laissent tomber ce qui est dérisoire et tout, mais c'est un lieu incontournable. J'ai même quelquefois, de façon poignante, est-ce que ce n'est pas gênant l'idée que c'est d'avoir presque plus intéressant quelquefois qu'une partie de la presse écrite. Est-ce que ce n'est pas gênant d'avoir un espace de débat où ceux qui débattent sont anonymes? Parce que sur Twitter, on ne sait pas... Non, il reste pas longtemps anonyme. Non, oui, non. Il y a quand même l'identité des gens. C'est la vérité. Il y a un pseudo sur Twitter. Oui, pas toujours. La plupart des gens s'expriment pas forcément sur pseudo. Moi, là où je vous rejoins, pas sur l'utilisation des politiques. Encore une fois, François de Rugy, ça me paraissait surprenant. Mais il y a peut-être à s'interroger aussi sur les médias. Vous terminiez en disant c'est parfois plus intéressant que la presse. Je pense que on a parlé tout à l'heure de la fracture. La fracture entre les politiques et le peuple, je crois qu'il y a une fracture médiatique et que finalement, il y a certains débats qui n'étaient pas forcément soulevés par la presse institutionnelle ou par les médias institutionnels, et Twitter a permis ça. Et là encore, ça a un effet cathartique. Même la personne qui est injuriée sur Twitter ou qui fait des fautes d'orthographe, vaut mieux qu'elle fasse ça plutôt qu'elle mette un poing dans la figure à son... Stéphane Zumtheg, est-ce que les réseaux sociaux peuvent réduire la fracture avec les Français? Dans un dialogue, comme on vient de le voir dans ce reportage, un dialogue plus ou moins direct entre un élu politique et des Français qui l'insultent ou qui l'admonestent ou qui l'interpellent, probablement pas. Après, oui, il faut faire avec. Il y a des Français qui ne lisent pas la presse écrite, qui ne regardent pas la télévision, qui ne regardent pas les émissions politiques, et leur façon de s'informer et de participer à la vie politique, elle passe par ces réseaux sociaux, par Twitter notamment. Et donc oui, ces réseaux ont un rôle à jouer. Il n'est pas question de les juguler, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut les encourager, en fait. Ce serait très mal perçu. Essayer, en fait, d'inciter les hommes politiques à ne plus participer à ces réseaux sociaux à cause des outrances que l'on peut y lire serait un très très mauvais choix. Il n'y a d'ailleurs pas que des outrances. Non, il n'y a pas que des outrances. Il y a des hommes politiques qui sont présents en se faisant respecter et en disant des choses qui sont intéressantes. Je ne suis pas vraiment l'avocat des Twitter ou des réseaux sociaux, mais pardon, mais il y a des outrances, il y a des dérapages, il y a des injures et tout, mais il n'y a pas que ça. Il y a une interactivité aujourd'hui évidente entre les médias classique, pas traditionnel, et ce qui se passe là. Frédéric Delpech. Soit l'alpha et l'oméga de la communication politique. Une chose, effectivement, est que l'ouverture à la parole, la liberté de parole sur les réseaux sociaux est une bonne chose, ça c'est vrai. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de noter que ça maintient un intérêt pour la chose politique de la part de tous ceux qui tweetent, qui sont sur les réseaux sociaux, y compris de manière anonyme. Même s'ils admonestent le politique, c'est une façon de s'y intéresser, de poser des questions, d'ouvrir des débats, et donc ça c'est intéressant. Du côté des politiques, en revanche, on a quand même malheureusement le sentiment parfois que certains politiques calibrent exclusivement leur communication sur les réseaux sociaux, font des réseaux sociaux, encore une fois, l'alpha et l'oméga de leur action politique. Ils y passent trop de temps ? Pas forcément, parce que des fois c'est leurs collaborateurs qui le font, mais en tout cas, probablement qu'ils ont le sentiment qu'ils touchent un éventail plus large de Français, d'électeurs par les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, leur parole est quand même extrêmement édulcorée, extrêmement aseptisée et même schématisée sur Twitter, et que rien ne remplace une explication peut-être un peu plus laborieuse, un peu plus longue, de pédagogie. Oui, mais parfois on a le sentiment... J'aime bien suivre Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur... le problème d'Emmanuel Macron, alors prenons-le justement. Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu président de la République, il a raréfié sa parole. Oui. Pas de grands discours, ou alors le discours au Congrès de Versailles qui était, à mon avis, pour l'ensemble des Français, mais il est totalement incompréhensible. En revanche, il est très présent sur les réseaux sociaux, il commente énormément, il fait beaucoup de tweets, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de grandes paroles pédagogiques qui permettent
d'expliquer. Twitter de ne remplace relier- pas la parole pédagogique, de ça relier c'est son clair. explication. Alors, on a supprimé l'interview du 14 juillet parce que Non, mais on est voilà, d'accord. on veut communiquer différemment, très bien. Mais tout de même, rien ne remplacera une explication peut-être un peu plus longue, laborieuse aux Français que 3 tweets pour quand on voit les Justement, difficultés. Frédéric Delpech, est-ce qu'il y a un rejet de cette communication politique et très policée dont vous parliez? Traditionnelle, la communication traditionnelle ou sur Twitter? Sur Twitter aussi. On a le sentiment que les gens se délectent, en tout cas ceux qui sont sur Twitter, se délectent de cet enchevêtrement de réactions, de tweets, de commentaires sans fin. On l'a tous expérimenté quand on fait un tweet. D'ailleurs, quand même, il faut remarquer que c'est quand on fait un tweet moqueur ou en tout cas ironique ou assez dur sur un politique qu'on est beaucoup retweeté. C'est rarement quand on essaye d'avoir une pensée positive. En général, ça marche pas beaucoup. Ou une pensée Donc on voit complexe. quand même que les gens recherchent beaucoup l'invective, la provocation sur les réseaux sociaux et que ça ne suffira pas. Si les politiques pensent que c'est en étant sur Twitter ou sur les réseaux sociaux qu'ils vont réussir à mieux communiquer, à mieux se faire comprendre des Français, à mieux se faire aimer des Français, c'est à mon avis la pire des erreurs. Alors les réseaux sociaux peuvent aussi apporter des bonnes choses, comme des questions de téléspectateurs. La première que je vous soumets, quelle est la part de responsabilité des médias dans cette rupture de lien entre les élus et leurs administrés? Alexandre Devecchio. Si on prend par exemple, je vais prendre l'exemple qui me vient à l'esprit, le traitement de la campagne présidentielle. À mon sens, la focalisation sur les affaires a été excessive. Il y avait des débats de fond très importants à mener durant cette campagne. D'ailleurs, on le voit dans tous les sondages ensuite. C'est pas forcément la question de la moralisation qui intéressait le plus les Français. Et je crois que ce grand rendez-vous démocratique qui a été la présidentielle a été un peu manqué, puisqu'il y a une focalisation, pas sur les questions de fond, mais sur les affaires politiques. On a raté les débats de fond? Ah oui, bien sûr, tout a été. On a parlé de l'affaire Fillon et que de l'affaire Fillon. J'exagère à peine en le disant. Bien sûr que les attentes des Français avant qu'on éclate l'affaire Fillon étaient très clairement hiérarchisées. Ils voulaient qu'on parle d'emploi, ils voulaient qu'on parle surtout de pouvoir d'achat, qui est presque une préoccupation encore plus importante que l'emploi, de déficit de la dette publique et évidemment du terrorisme. Toutes choses qui ont été occultées, mais c'est pas pour autant, durant cette campagne, qu'on a eu l'impression que les Français déploraient ce qui se passait. En fait, on leur a servi un spectacle de substitution et peut-être par voyeurisme, par perversité, on peut appeler ça comme on veut, le spectacle qui leur a été servi leur a beaucoup plu, en fait.